You going the right way? Hey, come on, fellas. What is this? Where the hell are we going? Son of a... A squad from the chief detective's office is investigating stories about undercover police. Alleged police. Going around kidnapping wise guys for ransom. You think it's us? Buddy, what would you think? A lot of people never wanted our outfit formed, you know that. Like the way we operate. What do you think? À New York, un groupe de policiers en civil dirigé par Buddy utilise des méthodes peu orthodoxes afin d'obtenir des peines de prison d'au moins 7 ans pour des coupables qui auraient autrement pu échapper à la punition méritée. On les surnomme les Seven Ups. Buddy et ses partenaires font régulièrement des choses que les flics ordinaires ne peuvent pas faire. D'une certaine manière, ils sont au-dessus des lois, mais personne ne remet en cause leurs méthodes. Ce que leurs supérieurs exigent, ce sont des résultats. Le succès de Buddy dépend en grande partie de son ami d'enfance Vito, un entrepreneur de pompes funèbres ayant des relations avec la mafia et qui lui sert d'informateur. Buddy dispose également d'informations qui permettent à Vito de garder quelques longueurs d'avance sur ses concurrents. Les deux se font confiance et comprennent qu'une toute petite erreur dans leur partenariat peut déclencher une série d'événements tragiques. Alors que Buddy travaille sur une affaire, des chefs de la mafia sont kidnappés et rançonnés par de faux policiers, ce qui provoque beaucoup de troubles au sein de leur famille. Les supérieurs de Buddy le pressent de découvrir qui est derrière ces kidnappings, mais alors qu'il commence à rassembler des informations, un enlèvement entraîne la mort de l'un des Seven Ups. Buddy, déterminé à retrouver le tueur, se retrouve coincé dans un conflit qui menace l'existence même de son équipe. Take it nice and easy, Daddy. Now just move over and don't get out. Jesus, don't shoot. Don't hurt me. Philippe d'Antoni était avant tout producteur et Police Puissance 7 restera son unique réalisation. Né en février 1929 à New York, il commence sa carrière au début des années 60 en tant que producteur de documentaires télévisés comme Elizabeth Taylor à Londres et Sophia Loren à Rome. C'est au cinéma qu'il va se faire une réputation de producteur qui a le nez fin en produisant en 1968 Bullitt avec Steve McQueen, resté célèbre pour sa longue poursuite automobile et dont Spielberg prépare un remake. Le succès du film incitera Philippe d'Antoni à produire un autre classique du film policier, French Connection, qui non seulement fera mieux que Bullitt au box-office, mais remportera également 5 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur et du meilleur film. Le parcours de Philippe d'Antoni est atypique. Le succès de Bullitt et de French Connection lui ont ouvert grandes les portes des studios, mais après Police Puissance 7, il ne produira plus que quelques séries télé et abandonnera très vite le métier à la fin des années 70. Il est décédé en avril 2018 à l'âge de 89 ans. Hey, you. Hey, freeze. Police. Take it easy. Okay, all right, what's wrong? All right, okay, please. Listen, what happened? Put your hair. Everything's okay there. Acteur emblématique du cinéma des 70s, Roy Scheider est né le 10 novembre 1932 dans le New Jersey. Fils d'une mère catholique irlandaise et d'un père protestant allemand, Scheider était un sportif passionné dès son plus jeune âge, participant à des tournois de baseball et de boxe. C'est lors d'un de ces combats de boxe qu'il aura le nez cassé. Après avoir servi pendant 3 ans dans l'armée de l'air américaine, il décide de devenir acteur et étudie l'art dramatique. Roy Scheider a fait ses débuts professionnels au théâtre en 1961 dans Roméo et Juliette,
puis dans différentes pièces avant de faire ses premiers pas au cinéma en 1964, dans The Curse of a Living Corpse, un film d'horreur à petit budget, puis dans le thriller Stiletto réalisé par Bernard L. Kowalski en 1969. À partir des années 70, les rôles les plus importants vont s'enchaîner. Portrait d'une enfant déchue de Thierry Chasberg, Clout en 1971, où il interprète l'ancien amant et proxénète de Jane Fonda, et surtout French Connection de William Friedkin, qui lui a valu une nomination aux Oscars. Profitant du succès du film, la Fox lui confie cette fois le rôle principal de Police Puissance 7. Entre celui-ci et French Connection, il tournera 2 films français, L'Attentat d'Yves Boisset et Un homme est mort de Jacques Deray. La consécration viendra avec un petit film réalisé par un jeune inconnu qui a failli se faire virer pour cause de dépassement du budget. Ce petit film a pour titre Les Dents de la Mer. Roy Scheider incarne le chef de la police d'Amity, Martin Brody, qui va devoir affronter un grand requin blanc en pleine mer malgré son aquaphobie. Et on n'oubliera pas cette célèbre réplique lorsqu'il découvre la taille du squale. Il nous faudrait un plus gros bateau. Le film de Spielberg fera de Roy Scheider une star internationale et un acteur très apprécié du grand public. Il sera définitivement lié à l'image de ce flic déterminé et courageux, ce qui à la fois le servira et le desservira. Après Les Dents de la Mer, Roy Scheider s'illustrera dans une poignée de films devenus des classiques, Marathon Man, dont j'ai fait une vidéo récemment, le remake du Salaire de la peur revisité par William Friedkin. Un tournage tendu et chaotique qui provoqua de vives tensions entre l'acteur et le réalisateur. Lié par contrat, il est obligé de tourner la suite des Dents de la Mer, alors qu'il n'avait pas envie de reprendre le rôle. En 1979, il est à l'affiche de Meurtre en cascade, un thriller réalisé par Jonathan Demme, le futur réalisateur du Silence des agneaux. La même année, Bob Fosse lui offre le rôle de John Gideon dans une œuvre autobiographique du réalisateur, Que le spectacle commence, avec un Roy Scheider habité qui aurait bien mérité un Oscar, mais c'est Dustin Hoffman qui le gagnera pour Kramer contre Kramer. Le film remportera néanmoins une Palme d'Or à Cannes. Au début des années 80, Roy Scheider décide de retourner sur scène à Broadway et tournera du coup un petit peu moins de films. On notera tout de même le spectaculaire Tonnerre de feu de John Badham en 1983, ainsi que la suite de 2001 l'Odyssée de l'espace l'année suivante, 2010, de Peter Iams. Un film sous-estimé qui arrive à se démarquer de l'approche métaphysique et philosophique du Kubrick pour aller sur le terrain du thriller de science-fiction. Dans la deuxième moitié des années 80, on le verra dans 2 excellents thrillers, Paiement cash de John Frankenheimer et Profession tueur d'Eric Red, où il interprète un tueur à gages blasé et taciturne qui va finalement dévoiler sa part d'humanité. Un des derniers grands rôles de Roy Scheider. Les années 90 signeront le début du déclin de l'acteur. Le producteur Spielberg lui propose le rôle d'un commandant de sous-marin dans la série Sequest, et il apparaît au cinéma dans quelques films plus ou moins importants tels que La Quatrième Guerre, où il retrouve le réalisateur de Paiement cash, La Maison Russie de Fred Schepisi, Le Festin nu de David Cronenberg ou Romeo is Bleeding de Peter Medak. Par la suite, Roy Scheider tournera dans tout un tas de séries B ou Z jusqu'à la fin des années 2000. Triste fin de carrière pour un si grand acteur, victime comme beaucoup d'autres de l'amnésie de l'ancienne et de la nouvelle génération de réalisateurs. Scheider était politiquement actif. Il avait protesté contre la guerre du Vietnam et en 2003, il a fait partie d'un groupe de manifestants qui se sont allongés sur la route en référence symbolique aux victimes de la guerre en Irak. Il est décédé d'un cancer à l'âge de 75 ans. Il restera à jamais le Martin Brody des Dents de la Mer pour toute une génération de spectateurs. One of our guys gets murdered, and we get investigated. Money's no time! Tony Lo Bianco est un acteur italo-américain né à New York le 19 octobre 1936. Il a commencé sa carrière au théâtre où il a fondé une compagnie basée à New York au début des années 60. Au cinéma, il obtient son premier rôle marquant dans Les Tueurs de la Lune de Miel, réalisé en 1970 par Leonard Castle, puis dans French Connection où il croise son ami Roy Scheider, puisque les 2 hommes se connaissaient bien et avaient fait du théâtre ensemble. Ils se retrouveront à nouveau 2 ans plus tard dans Police Puissance 7. En 1976, il apparaît sous les traits d'un détective new-yorkais qui enquête sur une série de meurtres étranges dans l'étonnant Meurtre sous contrôle de Larry Cohen. À partir de la fin des années 70, on le verra aux côtés de Sylvester Stallone dans Fist, réalisé par Norman Jewison qui vient de nous quitter,
Oh les flingues de Richard Benjamin, Nixon d'Oliver Stone, dans la parodie du Parrain, le prince de Sicile de Jim Abrahams, et dans quelques séries B. Il a également réalisé une poignée d'épisodes de séries télé dans les années 70. I don't know. There's something going on. The guy is nowhere. Jesus. I'll see what I can do for you, you know. Give me a couple of days, you know. Richard Lynch était une vraie gueule de cinéma, surtout connu pour avoir joué un certain nombre de méchants. Mais cette gueule de cinéma est la cause d'un accident qui brûla son visage suite à un trip sous LSD. Lynch est né le 12 février 1940 à New York. Comme Roy Scheider et Tony Lobianco, c'est d'abord au théâtre qu'il a fait ses premiers pas de comédien avant sa première apparition au cinéma dans L'Épouvantail de Cherry Jasberg. Il enchaîne avec Police Puissance 7 la même année, puis retrouve Tony Lobianco dans Meurtre sous contrôle en 1976. Pendant cette période, on le verra également dans un grand nombre de séries télé telles que Super Jamie ou Starsky et Hutch. Mais c'est surtout dans des séries B qu'il se fera une belle notoriété, avec quelques productions Golan Globus, dont le très con mais rigolo Invasion USA de Joseph Zito. Son dernier rôle marquant au cinéma sera dans le remake d'Halloween réalisé par Rob Zombie en 2007. Richard Lynch est décédé d'une crise cardiaque en juin 2012, à l'âge de 72 ans. Yeah, go ahead. Move, Mother, and I'll burn you. Go ahead. Go ahead and try it. Même s'il n'a qu'un petit rôle dans le film, je ne pouvais pas faire l'impasse sur cette autre gueule incroyable du cinéma américain. Joe Spinell, c'était le genre de visage qu'on ne voudrait pas affronter dans une ruelle sombre. Il est né le 28 octobre 1936 à New York, et depuis sa première apparition au cinéma en 1972 dans le film de Coppola Le Parrain, Spinell a prospéré dans des rôles de truand ou de voyou. On le verra par la suite dans Le Parrain 2, Taxi Driver, Rocky 1 et 2, Le Fauché Star Crash, La Chasse, Les Faucons de la Nuit, et bien sûr dans Maniac de William Lustig qu'il a coécrit, son rôle le plus marquant et le plus terrifiant. Joe Spinell souffrait d'asthme et d'hémophilie, il succombera à son domicile en janvier 89, il n'avait que 52 ans. I told you, man, I only work at the garage. I don't know nothing. Look. Look at my hands. I've been here before. Do what you gotta do. I didn't talk then. C'est en juillet 1971 que le producteur Philippe D'Antoni se lance dans le développement de Police Puissance 7, basé sur les exploits réels de Sonny Grosso et Eddie Egan. Grosso et Egan sont les deux policiers qui ont servi de consultants techniques sur le tournage de French Connection. C'est justement pendant ce tournage que Sonny Grosso raconte à D'Antoni qu'il avait travaillé avec une brigade spéciale dans les années 60, qu'on surnommait les Seven Ups, car il ne traquait que les grands malfaiteurs censés aller en prison pour 7 ans minimum. À partir de cette idée, Sonny Grosso s'attelle à l'écriture avec 2 autres scénaristes en y ajoutant une histoire d'enlèvement de truands par des flics qui n'étaient pas vraiment des flics. Le film a été tourné de janvier à avril 1973, entièrement dans la ville de New York. Côté casting, D'Antoni avait déjà en tête de réunir Roy Scheider et Tony Lobianco. Dans l'équipe des Seven Ups, on retrouve l'acteur Ken Kercheval qui connaîtra la popularité sous les traits de Cliff Barnes dans la série Dallas, ainsi que Jerry Leon, un véritable policier qui a fait partie des vrais Seven Ups. Pour les 2 méchants, le choix du réalisateur s'est porté sur le débutant Richard Lynch et Bill Hickman. Bill Hickman a obtenu de nombreux petits rôles dans les années 50 et 60, la plupart non crédités. Il était l'ami de James Dean, qu'il suivait de loin sur la route le jour où celui-ci s'est tué en voiture. Toutefois, ce n'est pas en tant qu'acteur qu'il s'est fait une réputation, mais comme cascadeur. En effet, il a été coordinateur des cascades sur la scène de poursuite en voiture de Bullitt, ainsi que celle de French Connection. Philippe D'Antoni pense logiquement à lui pour s'occuper de la poursuite de Police Puissance 7. L'idée était de surpasser celle des 2 films précédents et cela ne s'est pas fait sans risque, avec quelques accidents heureusement sans gravité.
We have 3 drivers. Right. Plus also have another man going to be here in the... to open that door. Comme pour French Connection, un certain nombre de plans ont été tournés sans autorisation. À un moment donné, les 2 cascadeurs, qui roulaient à vive allure sur un pont, loupent une jonction et prennent une direction qui n'était pas prévue. La poursuite, couverte par une équipe en hélicoptère, continue malgré tout jusqu'à ce que des voitures de police les arrêtent et que les policiers les interpellent arme à la main, pensant qu'ils venaient de faire un braquage. They queued me late, so I lost the second guy, and then I found him. So you don't have the entire action. Police car, turn around. Same stuff. And it transmits. We'll do everything else, except he won't hit the car. Tout s'est heureusement bien terminé, mais par la suite, la production n'a plus eu l'autorisation de tourner sur le pont. Le reste de la poursuite et son épilogue a eu lieu en dehors de New York. C'est le moment où une des voitures termine sa course en s'encastrant sous un camion. Une scène risquée, là aussi, puisque le cascadeur a perdu le contrôle du véhicule, ce qui lui a valu un nez cassé, quelques égratignures et, côté matériel, la destruction d'une caméra. Au final, l'impact reste tout de même impressionnant. Il aura fallu pas moins d'1 semaine pour mettre en boîte cette séquence de poursuite, qui restera le défi le plus important du film. Avant sa mort prématurée en 1978, à l'âge de 44 ans, Don Ellis était l'un des musiciens de jazz les plus créatifs de tous les temps. Au cours d'une carrière de moins de 25 ans, il s'est distingué en tant que trompettiste, batteur, compositeur et chef d'orchestre. Ellis est né le 25 juillet 1934 en Californie. Il est diplômé de l'Université de Boston en 1956 avec un diplôme en composition et jouissait d'une grande popularité dans les festivals et les clubs de jazz. Ses nombreuses collaborations allaient des groupes de rock aux orchestres symphoniques. Il aura peu composé pour le cinéma, mais son travail sur le premier French Connection, puis sur sa suite en 1975, marquera les esprits. Pour Police Puissance 7, il a créé une bande-son minimaliste qui mélange du matériel atonal avec des thèmes de jazz psychédéliques avant-gardistes. Pas d'une écoute facile en dehors du film, mais une musique vraiment originale et novatrice. Un CD existe, il est devenu plutôt rare, car édité à peu d'exemplaires. Toutefois, si vous êtes fan de la musique et du compositeur, on peut encore en trouver quelques-uns dans des boutiques spécialisées. Peu de différence entre l'affiche américaine et la française, qui récupère une image tirée du film. Sur la française, on a ajouté une plaque de policier avec le titre, tandis que l'américaine affiche un simple titre. L'espagnole est la même que la française, avec cette fois une image dessinée de l'acteur. La croate reprend l'affiche américaine. L'italienne prend une autre direction en mettant plutôt en avant une victime des kidnappeurs et en affichant son visage dans la plaque de police. La japonaise est pas mal, mais ils ont toujours tendance à en rajouter. Enfin, je garde la pire pour la fin, elle est polonaise, et comme pour l'affiche polonaise des ripoux, je ne comprends pas ce qu'elle est censée représenter par rapport au film. La drogue, c'est mal. Le budget de production était de 2,4 millions de dollars, soit un peu plus que les 2,2 millions de French Connection. C'est le 14 décembre 1973 que le film verra le jour dans les salles américaines, et encaissera environ 6 millions de dollars. Chiffre moyen, très loin de ceux du Friedkin qui avait atteint les 40 millions. Police Puissance 7 sortira en France le 24 avril 1974 et ne rassemblera que 253 000 spectateurs, quand French Connection en avait attiré plus de 2 millions. Cela dit, le succès de French Connection en France était inattendu, car la plupart des films policiers américains des années 70 ont réalisé des petits scores.
Aux États-Unis, le film a été classé PG, c'est-à-dire tout public avec éventuellement l'accord d'un parent. Chez nous, en revanche, il a été interdit aux moins de 13 ans, comme French Connection. Il n'y a aucune scène de nudité ou de sexe dans le film, c'est la violence qui est à l'origine de cette interdiction et l'ambiance un peu sombre qui plane sur certaines scènes. Cette violence se résume à quelques impacts de balles, rien de plus. Avec la nouvelle classification, le film bascule automatiquement à moins de 12 ans, mais le visa n'a pas été revu depuis la sortie. Si c'était le cas, lors d'une reprise en salle par exemple, il passerait probablement tout public avec peut-être un avertissement, mais ça ne me semble plus tellement justifié aujourd'hui. La fin des années 60 et le début des années 70 ont vu naître un certain nombre de films policiers avec une approche de la mise en scène plus réaliste et plus en phase avec leur époque. 3 films ont contribué à ce renouveau, Bullitt bien sûr, puis un peu plus tard l'Inspecteur Harry et French Connection. Police Puissance 7 est à la fois un spin-off et une suite non officielle du film de William Friedkin. On y retrouve la même ambiance grisâtre, des images brutes proches du documentaire, un New York gangréné par la violence et les trafics en tout genre, et surtout Buddy Manucci, le personnage basé sur le véritable détective Sonny Grosso, qui a également inspiré celui de Roy Scheider dans French Connection. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de traquer des trafiquants de drogue, mais de mettre la main sur un réseau de kidnappeurs qui s'en prend aux mafieux et autres criminels en col blanc. Alors je ne vais pas tourner autour du pot, Philippe D'Antoni n'est pas William Friedkin, et le film ne fait pas oublier French Connection qui reste un classique indémodable. Pour autant, Police Puissance 7 est un excellent film et possède de nombreuses qualités, à commencer par son casting. Regard noir et puissant, Roy Scheider a toujours excellé dans l'interprétation de personnages obsessionnels. Il est très convaincant en flic déterminé, prêt à franchir la ligne rouge pour obtenir des informations. Témoin cette scène dans la chambre d'hôpital, où il n'hésite pas à priver d'oxygène un criminel grièvement blessé pour l'obliger à parler. Tonino Bianco joue quant à lui un informateur ambigu dont on n'arrive pas à déterminer s'il est vraiment sincère quand il évoque la maladie de sa femme ou s'il s'en sert pour justifier ses actes. Les 2 acteurs ont peu de scènes ensemble, mais ils véhiculent un large éventail d'émotions qui rendent leurs personnages et les dilemmes auxquels ils sont confrontés authentiques. Le film possède aussi quelques moments de tension et de suspense, comme la séquence de l'enlèvement d'une des victimes dans la station de lavage automatique. Et bien sûr, l'inévitable poursuite en voiture au montage ultra efficace, 10 minutes excitantes tournées sans aucun trucage, et qui est du même niveau d'intensité que celle de Bullitt ou French Connection. Enfin, la musique de Don Ellis, pleine de violons hurlants et de sons dissonants, évoque continuellement les frissons des films d'horreur, générant un perpétuel sentiment de malaise à l'instar de la musique composée par Michael Spall pour Marathon Man quelques années plus tard. Au final, Police Puissance 7 est un film vraiment intéressant, qui mérite d'être redécouvert et dont le seul défaut est d'avoir été réalisé juste après French Connection. Who shot you? Who shot the policeman in your car? Who shot you, Carmine, huh? Who shot the policeman? You kill me. No. London guy. There you are. There you are. Un joli combo DVD et Blu-ray collector du film a été édité en 2018 par Wildside. L'image a été restaurée avec une belle colorimétrie qui semble fidèle à celle d'origine. La texture argentique a été respectée, les noirs sont corrects, bref, une édition de qualité qui contient également quelques bonus comme l'intervention du réalisateur et des cascadeurs qui évoquent la célèbre scène de poursuite, dont on peut voir quelques images de tournage. Un livre en français de 120 pages est également inclus dans le coffret. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous dans 10 jours environ pour un nouveau film, et samedi 3 février pour mon premier live consacré aux séries télé des années 60. Je ferai celui des années 70 vers la fin février. À bientôt, bye bye.